Je serai aussi bref pour vous présenter David Gallo que Nicolas Patin. Une brillante cagne, l'école normale supérieure, l'agrégation d'histoire et une thèse sur le monde intellectuel de la SS. Il n'est pas Picard, mais il y avait dans son jury de soutenance de thèse une collègue de l'université de Picardie, Jules Verne, donc il a d'une certaine manière un lien avec la région. Et par conséquent, cher ami, je vous passe la parole. Merci pour cette brillante cagne que je vous dois en grande partie en tant que professeur d'histoire, par ailleurs, je me permets de le dire. Merci à vous tous d'être là, d'être aussi nombreux et pour la qualité de votre écoute. Je vais essayer de me montrer à la hauteur de celle-ci en vous présentant donc un petit état de la recherche sur les acteurs des crimes de masse du Troisième Reich. Donc on va quitter le domaine de l'avant 1933 qu'on a pu explorer avec Nicolas à l'instant pour aborder cette fois-ci la question, et c'est à ça que renvoie le terme de recherche sur les acteurs des crimes de masse du Troisième Reich. Simplement, il s'agit de l'ensemble des travaux qui se posent la question de l'identité des responsables des crimes et de ce qui explique leurs actions. Le terme de recherche sur les acteurs est la traduction française libre du terme allemand qui est utilisé, qui s'est imposé depuis les années 90 de Täterforschung. Mais on va voir tout au long de cet exposé que ça renvoie à un ensemble de travaux qui ne datent pas des années 90, période où ce terme s'est imposé. Effectivement, je vais essayer si on peut passer voilà, à la page suivante. Je vais essayer de vous présenter cette recherche en 3 points principaux. 2 points, les 2 premières parties, 2 points plutôt historiographiques pour essayer de voir comment cette recherche sur les acteurs s'est structurée depuis 1945, les étapes successives de cette compréhension des acteurs des crimes du Troisième Reich, et puis une 3e partie qui essaiera de faire un état des connaissances aujourd'hui, un état de ce que cette recherche a produit justement sur l'identité de ces acteurs des crimes nazis et ce qui a pu les ressorts qui ont pu les faire agir. Je vais donc attaquer directement avec le grand 1, effectivement, où l'on se situe là dans, disons, une longue période qui s'étend à peu près à partir immédiatement après la fin de la guerre jusqu'aux années 90, période où, effectivement, comme j'essaie de le dire dans mon titre, cette histoire des acteurs des crimes nazis a été paradoxalement assez négligée et est restée effectivement très embryonnaire. Dans un premier temps, immédiatement après la guerre et dans, grosso modo, les 15 années qui ont suivi 1945, on a assisté vraiment à un phénomène de pathologisation des responsables des crimes nazis. Effectivement, durant cette période-là, ces responsables, ces criminels étaient essentiellement considérés par l'historiographie, mais aussi par une opinion beaucoup plus large, étaient considérés vraiment comme un groupe de marginaux et dont les actions devaient être comprises essentiellement en termes de catégories psychologiques, parfois psychanalytiques, ou en tout cas de catégories relevant de la pathologie. Cette première étape, cette première perception s'explique par différents facteurs. D'abord, évidemment, un manque de recul dans l'immédiate après-guerre par rapport à l'énormité des crimes commis. Et puis, pour une part importante, et puisque s'intéresser à l'historiographie du nazisme, c'est aussi s'intéresser en grande partie à l'Allemagne et à l'état de l'opinion publique en Allemagne, cette pathologisation s'est aussi expliquée, disons, par une configuration mémorielle et politique qui a caractérisé ces 15 années après 1945. C'est-à-dire qu'on est là dans une période où la reconstruction de la société allemande, on parle ici essentiellement de l'Allemagne de l'Ouest, la reconstruction, on pourrait reparler de l'Est, mais ça serait autre chose, la reconstruction de la société allemande se fait par marginalisation, refoulement, expulsion des responsables des crimes nazis. Effectivement, on est là dans une période où, bon, à la fois pour construire la démocratie allemande, il faut intégrer évidemment la majorité de la population, et intégrer y compris une grande partie des élites
du régime nazi, à la fois pour construire cette démocratie allemande et pour les alliés occidentaux ont aussi leur part dans ce climat, hein, pour reconstruire une Allemagne solide dans le contexte de guerre froide. Par conséquent, on est là dans une période où effectivement on voit, dans les écrits de cette époque-là, on voit les responsables des crimes nazis vraiment comme un petit groupe à part. On trouve ça aussi bien dans le discours des politiques. Hein. Vous avez par exemple au début des années 50, le chancelier Adenauer qui vous explique qu'effectivement il faut bien sûr distinguer, y compris chez ceux qui sont encore dans les prisons, il faut bien sûr distinguer les véritables criminels et puis les détenus de guerre qui purgent une peine et qui vont bien sûr être amenés sur la voie de la rémission. On trouve ça, cette pathologisation et cette mise en marge, on la trouve non seulement dans le discours des politiques, mais aussi dans la compréhension d'un certain nombre d'historiens, dans les premières tentatives explicatives. Effectivement, vous avez par exemple chez Eugen Kogon, qui est lui-même un ancien déporté, qui écrit l'un des premiers livres sur la SS en 1946, qui s'appelle l'État SS, qui paraît en allemand, qui est toujours disponible en français d'ailleurs aujourd'hui. Pour Kogon, je vous cite effectivement, les SS sont des primitifs socialement déclassés qu'on ne pouvait utiliser à rien d'autre, et éventuellement les idéologues nazis sont des professeurs de collège technique sortis des rails. Donc il y a là l'idée que les nazis sont des gens qui se recrutaient vraiment parmi les marges de la société. On a aussi une véritable pathologisation avec des écrits comme ceux par exemple, comme il ne faut pas toujours citer que des Allemands. Vous avez un autre ouvrage, par ailleurs intéressant mais assez représentatif de cette période, qui est celui du psychiatre français François Bayle, Psychologie et éthique du national-socialisme et études anthropologiques des dirigeants SS, donc ça paraît en 1953. Et là, on a là un médecin qui procède à l'examen d'un éventail de hauts dirigeants accusés au procès de Nuremberg et qui applique ce qu'il appelle une méthode de synthèse clinique appliquée. Donc on fait des analyses morphologiques et graphologiques et bon, à partir de là, on essaye de diagnostiquer les pathologies des criminels nazis et de voir là la source de leurs actions. On peut dire la phase la plus avancée ou la formulation peut-être la plus sophistiquée et qui est restée assez célèbre de cette période-là, c'est le concept de personnalité autoritaire qui est proposé à ce moment-là dans les années 50 par les tenants de l'école de Francfort. Donc c'est le nom de Adorno qui est resté le plus attaché à la notion de personnalité autoritaire, même s'il n'est que l'un des auteurs qui a travaillé là-dessus. Et là, c'est, disons, une perspective qui est d'abord issue d'un freudo-marxisme théorisé dans les années 30, donc l'idée selon laquelle on cherche à expliquer pourquoi la bourgeoisie a favorisé les modèles autoritaires et s'est fait séduire par le nazisme. Et là, on postule une correspondance entre une classe sociale, un type psychanalytique et une orientation politique. Donc, il y a un tempérament autoritaire. Ensuite, cette idée a entre-temps, qui datait du début des années 30, a muté jusqu'à sa formulation dans les années 50. Elle s'enrichit de la psychologie sociale américaine et des méthodes d'études empiriques. Et donc, pour les tenants de la personnalité autoritaire, eh bien, voilà, on peut faire des tests de personnalité en menant des entretiens. Ils pratiquent ça notamment sur des échantillons aux États-Unis. Faire des tests de personnalité pour repérer par le biais de questions les gens qui ont une disposition psychologique particulière à être séduits par l'autoritarisme, le racisme. Donc on est là, donc, dans ces années 50, voilà, dans une prédominance de l'idée que les responsables des crimes nazis sont à la fois des gens en marge de la société et voire affectés de pathologies qui expliqueraient leur action, sur lesquelles il faut avoir un regard clinique. Une rupture se produit disons, à partir des années 60. On a là, à ce moment-là, une nouvelle façon de regarder les responsables criminels qui s'imposent, qui, cette fois-ci, ne les regarde plus du tout nécessairement comme des marginaux pathologiques, mais comme
ce que l'historien Ulrich Herbert, qui est un historien contemporain, notre contemporain, mais dont les formules sont très bonnes sur cette période, il dit qu'à ce moment-là, on voit ces responsables criminels comme des technocrates de la terreur, des froids techniciens du pouvoir, dépourvus de convictions politiques. Effectivement, on abandonne là l'idée des criminels nazis comme des monstres, mais cette fois-ci, on les voit à partir de ce moment-là comme simplement des exécutants dans une machinerie bureaucratique qui conduit à l'extermination. Évidemment, la formulation qui a fait date, le travail de cette époque qui a fait le plus date et qui a exercé une grande influence depuis, c'est l'idée de banalité du mal avancée par Hannah Arendt au moment du procès d'Adolf Eichmann en Israël. Effectivement, Eichmann est donc jugé en Israël entre avril 61 et mai 62. Et en 63, Arendt sort un ouvrage, Eichmann à Jérusalem, un rapport sur la banalité du mal. Dans cette thèse, effectivement, tout n'est pas à jeter, bien sûr. La notion de banalité, dans la mesure où elle s'oppose à la pathologisation et la diabolisation qui prévalait jusque-là, la notion de banalité est tout de même intéressante, dans la mesure où, effectivement, il y a là une part de vérité. Arendt constate que Eichmann n'est pas un monstre, c'est un personnage, effectivement, un petit bourgeois et un petit nazi assez peu original. Néanmoins, et c'est là où l'interprétation de Arendt s'éloigne un petit peu et va avoir pendant un certain temps des conséquences assez funestes, Arendt dépasse l'idée simplement du caractère ordinaire d'Eichmann pour en conclure que vraiment il n'avait absolument aucune motivation dans ses actions, c'est sa formulation, elle parle de thoughtlessness, une absence de pensée, une inconscience de ses actes. Et donc, on va voir à ce moment-là un Eichmann uniquement comme un bureaucrate, quelqu'un dont voilà, les actions ont été motivées par le carriérisme, son inscription dans un système bureaucratique. Depuis, les historiens, vous avez notamment le biographe le plus célèbre de Eichmann, qui est un historien britannique récemment décédé, David Cesarani, qui a publié dans les années 2000 une bio d'Eichmann, dans lequel il montre bien que la vision de Arendt déforme tout à fait la réalité du personnage Eichmann et est très largement dupe de sa propre stratégie de défense, puisque Arendt n'a en réalité assisté qu'à quelques jours du procès d'Eichmann et a vu là un Eichmann qui justement pour se disculper adoptait l'attitude souvent adoptée par les responsables nazis à ce moment-là, qui était de se présenter simplement comme un banal exécutant, quelqu'un qui n'avait fait qu'obéir aux ordres. Donc on a là une déformation de la perspective pour Arendt. Un autre défaut de cette perspective est aussi que, comme dans la mesure où elle a assisté au procès d'Eichmann, elle a assisté au procès d'un responsable nazi qui, effectivement, dans une certaine mesure, avait été dans son action un bureaucrate, dans la mesure où c'était quelqu'un qui avait des fonctions de planification. Et du coup, dans la perspective d'Arendt, la réalité physique des crimes et du fait que d'autres responsables nazis avaient pu être directement le pistolet en main sur le terrain au bord d'une fosse commune, ça sortait un petit peu de la perspective. Cette idée du criminel de bureau, donc, qui est en quelque sorte enfermé dans la cage de fer du bureaucrate, pour reprendre l'expression de Max Weber, et qui agit simplement comme voilà, un rouage dans une machine, a exercé une influence durable sur les historiens. Et effectivement, on a vu à partir de ce moment-là, dans les années 60 et pendant très longtemps, souvent les années 70-80, une sorte d'effacement de la recherche sur les acteurs. Et voilà, l'intérêt des historiens n'a pas tellement porté sur les biographies et sur la réalité des motivations des acteurs. Il y avait d'une part, comme je viens de le dire, une sorte d'adhésion aux idées de Arendt. C'est assez sensible, par exemple, en 65, vous avez de grands historiens allemands, dont Martin Broszat, notamment, dont le nom est resté célèbre parmi les historiens du nazisme, qui publie
un livre sur la SS, l'un des premiers livres importants sur la SS, et bien là, voilà, on a une lecture assez clairement inspirée par les idées de Arendt, dans lequel il nous explique que c'est l'idée de l'efficacité, de l'efficience bureaucratique qui dominait dans la SS, et l'idée de l'obéissance aux ordres qui explique l'action des acteurs. Donc on a, pour expliquer cette éclipse de l'intérêt pour les bourreaux, on a donc l'influence des idées de Arendt, et puis on a aussi deux choses qui tendent plutôt à une forme de désintérêt pour les bourreaux, c'est à savoir, d'une part, la domination des approches structuralistes ou fonctionnalistes du nazisme, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser, les historiens vont s'intéresser essentiellement aux appareils de pouvoir, aux organisations, mais vont faire une histoire qui ne se focalise pas vraiment sur les hommes qui en sont les acteurs. Et puis on a aussi, toujours dans les années 70-80, une recherche sur le nazisme qui a été aussi en grande partie, je dirais, happée par des controverses interprétatives qui tendaient pratiquement, peut-être même à délaisser un petit peu la recherche empirique, c'est-à-dire les grands débats sur les catégories d'interprétation. Faut-il interpréter le nazisme comme un totalitarisme, un fascisme, un hitlérisme? Doit-on avoir une lecture intentionnaliste ou fonctionnaliste de la solution finale? Donc autant de controverses historiques qui faisaient un petit peu passer au second plan ou laisser à la marge de l'intérêt la recherche empirique sur les acteurs eux-mêmes. On tendait un petit peu vers une vision assez désincarnée de l'historiographie du nazisme. Tout ça a changé à partir des années 90, et là j'en viens à ma seconde partie, voilà. Tout ça a changé effectivement à partir des années 90. Après une relative négligence ou un intérêt assez faible pour les acteurs des politiques criminelles, ce versant de la recherche est devenu au contraire, à partir des années 90, peut-être l'aspect le plus dynamique de l'historiographie du nazisme. Ce dynamisme, il s'explique d'abord par un contexte porteur au moment des années 90, à partir disons, essentiellement du milieu des années 90. Effectivement, à ce moment-là, la question des acteurs des crimes, de leur mentalité, de ce qu'ils avaient poussé à agir, s'est trouvée au centre vraiment de l'intérêt des historiens, et cela en raison de deux événements, pour ainsi dire, ou deux controverses qui ont joué un rôle d'aiguillon dans la recherche. Il y a eu d'abord ce que j'appelle là le moment Browning-Goldhagen, donc c'est du nom de deux historiens américains, Christopher Browning d'une part et Daniel Goldhagen d'autre part, sont deux historiens qui ont publié chacun un livre, Browning en 92, Goldhagen en 1996, qui ont fait beaucoup de bruit et dans lequel la question des responsables des crimes et de leur motivation se trouvait au centre. Effectivement, les deux se penchent dans leur livre sur la même étude de cas, sur le 101e bataillon de réserve de police, qui est une unité de police qui a été formée en 39-41, essentiellement par l'incorporation de gens âgés qui ne pouvaient pas faire leur service militaire, c'est trop âgé pour le service militaire, pour être incorporé dans les troupes régulières. Et cette unité de police s'est trouvée, comme beaucoup d'unités de ce type, envoyée en URSS à partir de la campagne de Russie, à partir de 1941, s'est trouvée impliquée dans un grand nombre de massacres de populations civiles, principalement juives. Et Browning et Goldhagen se livrent, chacun de leur côté, à une étude de cette unité. Donc Goldhagen, Browning fait vraiment un livre uniquement centré sur une micro-histoire de ce bataillon, tandis que Goldhagen étudie d'autres cas, mais il revient aussi sur les mêmes hommes. Et là, on a vu s'opposer deux interprétations qui ont fait grand bruit. D'une certaine manière, le débat qui s'est noué à ce moment-là, ça a été l'opposition entre ce que Browning appelait les hommes ordinaires, d'une part, et ce que Goldhagen appelait les Allemands ordinaires, d'autre part. Effectivement, Browning
constatait qu'il s'agissait d'une unité de réservistes, de gens qui n'étaient pas à la base des militants nazis endurcis, et il expliquait essentiellement leur passage à l'acte meurtrier par ce qu'il appelle des facteurs situationnels et des qualités plus générales de la nature humaine, c'est-à-dire là, il a une lecture, disons, qui s'inspire de la psychologie sociale, hein, pour montrer que ce qui a poussé ces hommes à commettre des crimes, c'est, il énumère un certain nombre de choses, l'accoutumance à la violence, la brutalisation, la fragmentation des tâches, le carriérisme, l'obéissance à l'autorité, la pression du groupe, le conformisme. Donc, si vous voulez, il y aurait eu des hommes, pas nécessairement nazis, qui se seraient trouvés projetés dans un contexte de guerre aux arrières du front et qui, dans ce contexte-là, se sont accoutumés à la violence, se sont trouvés contraints d'obéir aux ordres, de ne pas se désolidariser de leurs camarades. Et donc c'est cette dynamique psychologique qui explique leur implication dans ces crimes. À l'opposé de cela, Goldhagen, lui, dont évidemment l'interprétation, et Nicolas en a parlé tout à l'heure, l'interprétation est évidemment beaucoup moins retenue par la recherche, et même très largement rejetée, et à mon sens à juste titre, Goldhagen proposait, lui, une explication qui relève du déterminisme culturel, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il opposait à l'idée d'hommes ordinaires, de Browning, l'idée d'Allemands ordinaires, c'est-à-dire que pour lui, tous les Allemands, pratiquement, disons, seraient tributaires d'une tradition culturelle profondément enracinée dans la culture allemande bien avant le nazisme et qui les pousserait à ce qu'il appelle un antisémitisme éliminationniste. Donc, si vous voulez, pour lui, c'est le mobile idéologique qui est déterminant, mais un mobile idéologique qui est vu vraiment de manière déterministe. Ce n'est pas tellement le nazisme qui joue son rôle, c'est que, si vous voulez, le nazisme n'est pour lui qu'une émanation de quelque chose qui est profondément enraciné dans la culture allemande. Bon, évidemment, il y a la seconde de ces interprétations, celle de Goldhagen, a été très largement rejetée, mais bon, le fait est que le bruit qui a entouré ces ouvrages a attiré l'attention du grand public et de la recherche sur la question des acteurs, des crimes, qui étaient-ils, qu'est-ce qui avait pu les motiver. On a cessé d'avoir cette vision désincarnée des crimes nazis dont on a parlé tout à l'heure. Un second événement, un peu moins important, mais qui est survenu au même moment et qui a contribué là aussi à l'essor de la recherche sur les acteurs de ces politiques criminelles, c'est des expositions qui ont sillonné l'Allemagne entre 1995 et 2004, des expositions sur les crimes de l'armée allemande, et qui là révélaient, si vous voulez, au grand public quelque chose qui était connu de longue date des historiens, mais qui était resté largement caché à l'opinion allemande la plus large, c'était l'implication massive et systémique des troupes de l'armée régulière allemande, donc de la Wehrmacht, dans les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité du nazisme. Et ça aussi, ça a relancé cet intérêt pour les acteurs des politiques criminelles en montrant justement qu'il ne pouvait pas s'agir d'un petit groupe de marginaux pathologiques, ni de quelques bureaucrates, dans la mesure où le moindre simple soldat allemand, grand-père ou non d'un Allemand d'aujourd'hui, ces expositions ont eu un énorme retentissement dans l'opinion des années 90, le moindre soldat pouvait avoir été impliqué dans la violence. Donc il fallait essayer de se poser la question de comprendre pourquoi. On a vu à ce moment-là arriver et s'imposer, à partir de ce milieu des années 90, un courant principal de la recherche, courant essentiellement allemand, même s'il y a eu quelques excroissances aux États-Unis et même en France, ce qu'on a appelé la Täterforschung. Donc, ce qui est c'est à ce moment-là, c'est ce mot dont je vous parlais au début, qui signifie recherche sur les acteurs ou recherche sur les criminels, qui s'est imposé à ce moment-là. Il recouvre tout simplement une méthode biographique. C'est-à-dire, à partir du milieu des années 90, on voit beaucoup d'historiens faire paraître des biographies individuelles ou des biographies collectives d'acteurs ou de groupes d'acteurs des crimes du Troisième Reich. Effectivement, l'idée, c'est
d'échapper à une sorte de controverse sur les interprétations qui s'imposeraient dès le début si on suivait les parallèles de Browning-Goldhagen. Est-ce que c'est la dynamique de groupe? Est-ce que c'est l'idéologie? Ils essayent d'échapper à ces questions-là en tout simplement regardant, par le prisme biographique, regardant le parcours de ces responsables des crimes, s'intéressant à qui sont-ils, quelles expériences les ont façonnés, et seulement à partir de là, essayer de trouver des traits communs entre ces acteurs et de dégager simplement dans un second temps des facteurs explicatifs, des facteurs structurants. Ces recherches se sont donc beaucoup développées à partir du milieu des années 90 et dans deux directions principales. On a eu à la fois ce qu'on pourrait appeler une expansion horizontale, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé à des groupes de plus en plus nombreux correspondant aux différentes organisations nazies. C'est-à-dire, les historiens ont commencé à s'intéresser aux responsables de l'appareil de sécurité, de la SS et de la police, directement impliqués dans les crimes. Et puis, dans un second temps, on s'est intéressé à beaucoup d'autres groupes de personnes impliquées dans ces crimes. Par exemple, vous avez des études sur les professeurs d'université ou du secondaire qui ont joué un rôle dans la diffusion des idéologies racistes. Donc, une expansion horizontale. En même temps, vous avez eu une diversification verticale de ces recherches, c'est-à-dire on a commencé à s'intéresser à des gens relativement haut placés dans la hiérarchie. Vous avez eu par exemple l'un des ouvrages principaux qui a lancé ce courant de la recherche, c'était un ouvrage de l'historien allemand Ulrich Herbert, qui a publié une biographie de Werner Best en 1996, l'un des plus hauts responsables de la Gestapo et de la SS. On a commencé à s'intéresser à des personnages haut placés, et puis on est allé vers le bas en essayant de s'intéresser le plus près possible aux responsables de terrain, à ce que certains historiens allemands appellent la piétaille de la solution finale, c'est-à-dire vraiment les petits responsables de petites unités de police ou les petits soldats SS ou policiers ordinaires qui ont assassiné sur le terrain. À côté de cet essor d'une recherche essentiellement biographique sur les parcours des acteurs, sont apparues aussi depuis le milieu des années 90 trois autres voies, c'est mon grand C dans ce grand E, sont apparues trois autres voies pour tenter d'expliquer les actions de ces criminels. D'une part, dans une perspective peut-être un peu moins importante pour la quantité des travaux publiés, mais tout à fait intéressante, on a eu une sorte de renouveau de l'histoire des idées. Vous connaissez peut-être en France les travaux de Johann Chapoutot, bien connu depuis quelques années, comme l'un des historiens français majeurs du nazisme, qui incarne en quelque sorte cette histoire des idées. C'est-à-dire qu'on a cherché vraiment à prendre au sérieux le discours idéologique nazi et à montrer que le nazisme avait prétendu vraiment construire un véritable système de valeurs autour du darwinisme social, de l'antisémitisme et du racisme, un véritable système de valeurs, une éthique nazie en quelque sorte, qui pouvait justifier et légitimer les crimes. Évidemment, il ne s'agit pas là de tomber dans une vision téléologique monocausale en disant que c'est l'idéologie qui explique tout, mais il s'agit quand même de voir qu'effectivement, il y a une idéologie cohérente qui a pu, pour certains acteurs, légitimer leur passage à l'acte meurtrier. D'autre part, on a eu, dans un second temps, une autre piste explorée, c'est disons, l'étude des efforts du régime nazi pour transmettre cette idéologie, cette normativité morale. On a eu là un certain nombre de travaux sur la formation idéologique des responsables des organisations nazies et de leurs militants, qu'il s'agisse de l'armée régulière, la SS, la police, mais aussi des organisations de jeunes, pour montrer comment le régime non seulement a élaboré un discours justifiant ses crimes, mais en même temps a déployé de véritables efforts éducatifs pour essayer d'inculquer ce discours à ces hommes. Et là, si vous voulez, ça revient à réfuter, bien sûr, le déterminisme d'un Goldhagen. Si tant est que des gens aient agi parce qu'ils croyaient à l'idéologie nazie, c'est aussi parce que le régime s'est efforcé de la leur transmettre, et non pas parce que cette idéologie exprimait un soubassement culturel inné.
Dans un troisième temps, on a eu aussi des travaux d'histoire des mentalités, c'est-à-dire des travaux qui, eux, cherchent plutôt directement à essayer de sonder tout simplement ce que pensaient les responsables des crimes nazis. Évidemment, ces travaux se heurtent à des problèmes méthodologiques, tout simplement relatifs à l'absence de sources. Comme le dit très bien un historien allemand, Johannes Fürter, l'historien qui veut s'attaquer à la question des mentalités des simples soldats se heurte à un certain nombre de problèmes. Les archives militaires ont une autre focale, les mémoires d'après-guerre sont 1000 fois filtrées, le courrier du front est soumis à la censure et l'autocensure, les journaux intimes sont rarement à disposition. Autrement dit, on n'a pas beaucoup de sources, l'historien n'a pas beaucoup de sources pour essayer de savoir ce que pensait un nazi ordinaire, un homme du rang. Néanmoins, il y a eu des travaux qui ont tâché de s'y intéresser. Vous avez eu, au début des années 90, pour parler d'une première vague de travaux qui se basait surtout sur les documents internes des organisations nazies, bon, qui, même s'ils sont filtrés, déformés, donnent une perspective qui émane de la hiérarchie, contiennent quand même un certain nombre d'informations. Ces travaux se basaient également sur le courrier du front, c'est-à-dire tout simplement les lettres envoyées par les soldats, les SS, les policiers à leurs familles, qui, même si bien sûr elles sont soumises à un phénomène d'autocensure, on ne dit pas exactement la réalité de la violence à sa famille, là aussi ces lettres contiennent effectivement un certain nombre d'informations qui permettent de comprendre ce que pensaient ces gens impliqués dans les crimes de masse du Troisième Reich. Mais cette histoire des mentalités s'est surtout développée, et d'une certaine manière est en développement aujourd'hui, elle s'est surtout développée à partir du début de la décennie 2000, dans la mesure où là, on a découvert un ensemble de sources qui étaient restées jusque-là très largement négligées par les historiens, soit parce qu'on ne les avait pas découvertes, on les avait oubliées, soit parce qu'elles étaient restées classées, on ne pouvait pas y avoir accès. Il s'agit de nombres véritablement impressionnants, des milliers de protocoles, des écoutes réalisées sur les prisonniers allemands par les alliés anglo-américains. Donc, durant la guerre, dans une perspective de renseignement, les Anglais et les Américains ont écouté les conversations, dans certains camps de prisonniers, ont écouté les conversations de captifs allemands de toutes les branches de l'armée ou de la SS. Ça n'a pas donné grand-chose, visiblement, sur le plan du renseignement. Par contre, ça représente une source tout à fait importante pour l'historien, puisque là, on dispose quand même de documents qui permettent d'avoir accès à ce que se disaient entre eux des prisonniers allemands, ce que se disait entre eux la grande masse des acteurs du nazisme, de manière beaucoup moins filtrée que les documents administratifs ou les courriers à leur famille. Et là, on a vu, à partir du début des années 2000, différents projets d'historiens se lancer pour exploiter ces documents qui sont extrêmement nombreux, et donc il y a eu beaucoup de parutions dans ce sens. La plus connue, vous pouvez la rencontrer parce qu'elle est traduite en français, est le travail d'un historien allemand qui s'appelle Sönke Neitzel et d'un psychologue qui s'appelle Welzer, qui ont publié Soldats, c'est paru en français chez Gallimard, paru en 2011 en Allemagne, qui est donc une des premières investigations sur ce que l'on trouve dans ces protocoles d'écoute, ce que disent les soldats et les nazis au quotidien pendant la guerre. Alors, une fois qu'on a fait le panorama de ces différents travaux, se pose la question tout simplement de, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent sur ces criminels nazis et ces hommes impliqués dans les crimes de masse du Troisième Reich. Et là, je reviens voilà, à ma troisième partie, vous allez même plus vite que moi, c'est parfait. On peut résumer les principaux acquis de cette recherche, effectivement, en 3 points. D'abord, on constate effectivement l'existence de profils biographiques divers, multiples, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un type d'acteur, une catégorie de la population qui aurait été plus qu'une autre, beaucoup plus qu'une autre, impliquée dans les crimes nazis. Il faut voir ça de manière beaucoup plus complexe. Un premier prisme, là, adopté par l'historiographie, est générationnel, c'est-à-dire, on en a déjà parlé tout à l'heure avec Nicolas, on essaye de voir effectivement quelle classe d'âge
ont fourni les plus grands nombres de criminels nazis. Et là, effectivement, sans surprise, Nicolas vous a déjà révélé la réalité, la proportion chez les criminels est à peu près équivalente à ce qu'il nous a dit pour les électeurs et les sympathisants nazis. Effectivement, la génération qui est la plus représentée, c'est ce que les historiens allemands appellent la génération des jeunes de la guerre, c'est-à-dire les gens qui sont nés entre 1900 et 1912 à peu près, et qui donc n'ont pas fait la Première Guerre mondiale. Simplement, se sont en revanche, comme Nicolas vous l'a expliqué, engagés dans le nazisme dans les années 20, dans ce contexte de radicalisation politique qu'il vous a décrit. Effectivement, ça c'est tout à fait significatif. Par exemple, si vous prenez en 1933, parmi les officiers SS, vous avez 58% de gens qui ont moins de 30 ans, tandis que si vous prenez la structure d'âge de la population allemande, vous avez 31% de la population allemande qui a moins de 30 ans à cette date, mais donc le double chez les responsables de la SS en 1933. Ça vous montre la prédominance effectivement de cette génération politique dont Nicolas vous a parlé. Et là, en même temps, le concept de génération là, est utile et peut vraiment être utilisé dans la mesure où, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est mis en avant et utilisé par les acteurs eux-mêmes. Donc, c'est tout à fait une perception contemporaine. Néanmoins, effectivement, même s'il y a donc une prédominance de ce groupe, on constate qu'il n'est pas le seul à fournir effectivement des criminels nazis. Vous avez un certain nombre de personnes, effectivement, appartenant, là, cette fois-ci, à ce que les historiens allemands appellent la génération du front. Donc, c'est les gens nés avant 1900 et qui ont combattu, là, cette fois-ci, en 14-18, pour lesquels, c'est très important de le souligner, comme Nicolas vous l'a expliqué, c'est pas la majorité des anciens combattants qui s'engagent dans le nazisme, qui s'engagent dans ces crimes. Néanmoins, effectivement, il y en a quand même une certaine proportion. De même, pour la génération encore plus jeune que celle des années 1900 à 1912, c'est-à-dire les gens qui sont nés après 1912, voire même pour certains à la fin des années 1910, c'est-à-dire les gens qui ont été là beaucoup plus directement socialisés au sein même du régime nazi en plus jeune âge et directement formés par lui. Donc, sur le plan générationnel, des profils divers. Même chose si on prend cette fois-ci disons une lecture plus sociale. Sur le plan des origines régionales, effectivement, là aussi, on ne trouve pas vraiment, on trouve un peu de tout, donc des profils multiples, même si certaines études soulignent, et ça c'est intéressant, soulignent la surreprésentation parmi les criminels nazis des personnes issues des régions perdues en 1918 ou des régions frontalières. Donc là, le cas notamment de Werner Best, ce chef de la Gestapo dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur lequel il y a une biographie d'excellente facture, et bien connue, c'est quelqu'un, fournir un bon exemple, c'est quelqu'un qui a grandi à Mayence au moment de l'occupation française, était jeune dans les années 20 au moment de l'occupation française, et là, très clairement, on a un facteur de sensibilité particulière au nationalisme radical et à l'engagement. Mais là aussi, pas de prédominance forcément d'un seul type. Même chose sur le plan des origines sociales, effectivement, vous avez, comme Nicolas vous l'a dit, un caractère effectivement interclassiste, c'est-à-dire il y a un peu de tout, il y a des gens d'un peu de tous les milieux, mais on trouve effectivement une surreprésentation de la classe moyenne ou de la classe moyenne inférieure, c'est-à-dire ces criminels nazis sont des gens qui étaient gérants de petites entreprises, petits commerçants, employés, agriculteurs ou fonctionnaires de rang inférieur. A contrario, la classe ouvrière effectivement est sous-représentée. Sur le plan de même des parcours scolaires et universitaires, là aussi on l'a dit tout à l'heure, vous avez un peu de tout, ça dépend des échelons de la hiérarchie, vous avez à la fois des gens extrêmement bien formés et d'autres beaucoup moins. Sur le plan de l'insertion professionnelle, là aussi, pareil, vous avez aussi un peu de tout, des profils divers, avec néanmoins un élément important à souligner, et ça on va le retrouver à l'instant dans nos grands P, l'élément important à souligner, c'est que un très grand nombre des acteurs des crimes nazis n'ont pas travaillé longtemps.
Donc c'est pas forcément qu'il y ait une surreprésentation de gens qui étaient chômeurs avant 1933, c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui très rapidement, soit dès avant 1933, soit surtout après, une fois l'arrivée d'Hitler au pouvoir, se sont engagés à plein temps dans les organisations nazies, sont devenus ce que certains auteurs anglais ou américains appellent des full-time nazis. Ça, le terme est toujours bien, les termes américains percutants pour retenir. Donc des gens qui vraiment ont fait carrière 24 heures sur 24 dans les organisations nazies. Cette multiplicité des profils, effectivement, s'explique de différentes manières. On l'a dit tout à l'heure, elle s'explique tout simplement par la diversité des types d'acteurs et des organisations, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas le même profil de gens au sommet de la Gestapo ou dans des positions d'officiers que dans un mirador autour d'un camp de concentration. Donc il y a une diversité des organisations nazies et une diversité des fonctions répressives qui explique qu'il y ait des types de profils extrêmement différents. Cette diversité des profils s'explique aussi dès lors qu'on prend une vision dynamique du nazisme, c'est-à-dire que le mouvement nazi et le régime nazi, c'est quelque chose qui a duré 20 ans comme mouvement, et dont 12 ans au pouvoir. Par conséquent, il y a eu une évolution des profils et un renouvellement des générations. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez les officiers de la SS, eh bien voilà, c'est très simple. À la fin de la guerre, dans la mesure où les effectifs ont cru et un certain nombre de gens sont morts, on a eu besoin de recruter de nouveaux cadres, et là vous voyez monter les jeunes générations de gens entièrement formés sous le nazisme, et donc plus jeunes que ceux qui se sont engagés au départ dans les années 30. Donc cette multiplicité, on constate cette multiplicité des profils biographiques, et cette multiplicité des profils nous renvoie surtout à un point essentiel dans cette recherche sur les acteurs des crimes nazis, c'est l'importance des socialisations politiques et des socialisations à la violence, c'est-à-dire l'importance des contextes collectifs qui façonnent l'individu. Puisque l'on constate que, effectivement, même si certaines catégories sont surreprésentées, il y a des gens tout de même issus un peu de l'ensemble du spectre social et générationnel existant en Allemagne à l'époque. C'est donc que ce qui a joué véritablement un rôle décisif, eh bien, c'est les contextes sociaux dans lesquels ils ont évolué, les contextes collectifs d'action. Là, les différents travaux sur les criminels nazis mettent en évidence 4 niveaux. Il y a tout d'abord une socialisation à la violence au sein de la Grande Guerre pour certains acteurs. Là aussi, on a dit que ce n'était pas la majorité, mais effectivement, c'est tout de même un profil. Vous avez des gens qui, à partir de 14-18, se sont accoutumés à un niveau de violence hors norme, n'ont pas su véritablement se réinsérer dans la société après 1918, se sont réinsérés uniquement dans le cadre des mouvements d'extrême droite, paramilitaires, puis du nazisme et de ses organisations. Vous avez des gens qui ont ainsi, comme ça, des trajectoires ininterrompues de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1945. Mais ce n'est pas la majorité. Vous avez un second niveau, tout à fait important également, c'est la socialisation au sein des organisations violentes de l'extrême droite des années de Weimar. Là, ça peut être des gens, effectivement, plus jeunes, on l'a vu avec Nicolas, qui ne sont pas des anciens combattants, mais qui se sont engagés à partir des années 20. Le nazisme et la SA, qu'on nous a décrit tout à l'heure, a été précédé de pas mal d'organisations analogues qui ont existé avant de confluer dans le nazisme qui avait du succès. Donc là aussi, vous avez des gens qui, là, ont été profondément marqués par ces organisations dans lesquelles il y a une socialisation à la violence et une intériorisation d'une idéologie nationaliste puis nazie. À un troisième niveau, et avec ces différents niveaux, on avance dans le temps, vous avez la socialisation au sein des organisations nazies elles-mêmes, qui a été, elle aussi, très importante. C'est-à-dire que, à partir du moment, et là c'est surtout après 1930, à partir du moment où le nazisme a du succès, et puis à partir de 1933, au moment où il arrive au pouvoir, que ça concerne un nombre croissant de personnes, et bien à partir du moment où vous appartenez à une organisation nazie, vous êtes entièrement socialisé dans le contexte de cette organisation. Le fait
qu'il y ait des enseignements où on vous inculque l'idéologie nazie, si vous voulez, sous une forme à peu près scolaire, finalement, est assez secondaire. Ce qui est important, c'est que par votre vie, par votre pratique, vous êtes immergé dans ce contexte, dans ces normes et dans ces pratiques sociales, et donc vous en venez à les intérioriser. Le cas, évidemment, le plus significatif pour ça sont les membres de la SS des camps, qui, dès les années 30, sont des gens qui sont encasernés, vivent ensemble dans le cadre du camp, se marient à peu près avec les mêmes personnes, le même type de personnes, passent leurs loisirs ensemble, même quand ils vont en permission, rarement partent en uniforme. Donc vraiment, vous vivez dans un cadre, si vous voulez, qui, au-delà du discours nazi explicite, eh bien, tout simplement vous façonne au quotidien. Et puis, il y a un quatrième niveau, une quatrième forme de socialisation dont la plupart des travaux historiques reconnaissent qu'elle est la plus décisive, eh bien, c'est tout simplement la socialisation en temps de guerre. Et là, on en revient un petit peu aux analyses de Browning. C'est-à-dire que, bien sûr, les étapes préalables et les différentes socialisations politiques qui ont existé pour certains groupes d'acteurs et donc dont on vient de parler, évidemment, ont joué un rôle, mais surtout, ce qui a joué un rôle, ce qui a vraiment imprimé sa marque et sur les criminels et qui explique, selon les historiens, leur comportement, eh bien, c'est le contexte de guerre, la guerre qui fonctionne comme instance de socialisation à part entière, dans lequel eh bien, il y a une suspension des normes morales du temps de paix, une pratique de la violence à une échelle sans commune mesure avec ce qui se pratiquait avant 1939. Et là, vraiment, c'est dans cette sphère-là que les historiens vraiment localisent le facteur décisif. C'est-à-dire, bien sûr, il y a d'autres facteurs qui ont pu jouer pour certains acteurs, mais y compris pour ceux qui ne sont pas passés du tout par ces étapes de socialisation, comme les hommes qu'a étudié Browning, qui étaient des gens qui vivaient dans la vie civile avant 1939, qui n'étaient pas forcément des anciens de 14-18 ou des anciens des corps francs ou des militants nazis des années 30, eh bien, à partir du moment où ils se sont trouvés plongés dans le contexte du front en 1941, ben, vous avez une expérience décisive qui explique leur disposition à la violence. Enfin, vous avez un troisième degré de complexité, c'est mon grand C, un troisième degré de complexité qui est introduit par cette recherche, et là je vais être plus court pour en terminer, c'est la classification de ces différents acteurs en fonction de leur mobile et de leur mode d'action. Pour les modes d'action, c'est assez simple, effectivement. Les historiens distinguent eh bien, les criminels de bureau, non pas au sens des années 60, c'est-à-dire qu'ils aient été des bureaucrates dénués d'idéologie, comme le prétendait une certaine historiographie à cette époque, mais tout simplement au sens où ils ont agi essentiellement dans des fonctions de planificateurs. Donc, vous avez des gens qui n'ont pas vraiment vu le terrain, n'ont pas vraiment été au bord d'une fosse commune avec un pistolet en train de tirer des balles dans la nuque. À l'opposé de ça, vous avez ce que les historiens appellent les criminels directs, c'est-à-dire ceux qui ont été directement impliqués dans la violence physique. En même temps, ces deux catégories sont deux catégories, disons, deux pôles opposés, entre lesquels il y a des formes hybrides ou des types de personnalités hybrides, dans la mesure où les organisations nazies, nourries par justement ce culte de l'expérience de guerre dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, ont tendu, c'était particulièrement le cas dans la SS, dans les appareils de sécurité, à envoyer les gens se confronter à la violence sur le terrain, envoyer les gens au front. Vous ne pouvez pas tellement faire carrière si vous restiez un simple bureaucrate qui n'avait pas connu une expérience du terrain, qui n'avait pas mis la main à la pâte au front. Et le front, pour les nazis, c'était aussi les crimes de la guerre. Donc vous avez cette classification en fonction des modes d'action, et puis une classification là aussi en fonction des mobiles, là aussi entre deux pôles, à savoir ce que les historiens croient pouvoir déceler comme étant des acteurs motivés principalement par l'idéologie, dont le mobile prédominant est le projet nazi d'une transformation de l'Allemagne et dans le sens d'une utopie raciste. À l'autre opposé, vous avez ce que les historiens voient, ou certains acteurs que les historiens voient comme des conformistes politiques
motivés, effectivement, il y en a eu, motivés principalement par le désir de faire carrière ou de tirer des profits personnels du crime. Le meurtre des catégories ciblées par les nazis pouvait être profitable, non seulement en termes de carrière, mais aussi de gains matériels, de corruption. Évidemment, il va de soi que ces deux pôles ne sont pas opposés, totalement contradictoires, ont pu se combiner, ces deux ensembles de mobiles ont pu se combiner au sein des mêmes personnes. Voilà pour ce panorama de ce que nous dit la recherche aujourd'hui, et j'aurais voulu terminer en conclusion, ce sera mon dernier point, effectivement, en conclusion sur un bilan de tout ça en 3 points très simples. Constater d'abord le dynamisme récent et incontestable de cette recherche sur les acteurs. Ça, c'était une première idée que j'aurais voulu vous faire retenir, c'est qu'effectivement, c'est une historiographie qui a été balbutiante et négligée pendant très longtemps et qui, depuis les années 90, est vraiment peut-être le pôle le plus dynamique de l'historiographie du nazisme. Deuxièmement, une impression qu'il faut souligner et dont on ne peut pas se départir au sortir de ce tableau, et particulièrement de mon grand 3, que vous avez dû certainement le penser et penser que je vous racontais n'importe quoi, dans la mesure où se dégage effectivement des recherches actuelles peut-être l'impression d'une histoire éclatée. C'est-à-dire, et c'est l'une des critiques notamment qui a été formulée par Hans Mommsen, grand historien du nazisme récemment disparu, qui voyait dans les années 2000 les limites de la recherche sur les acteurs des crimes nazis qui, selon lui, aurait montré de façon tellement convaincante qu'il n'y a pas un profil type d'acteur que finalement on arriverait à la conclusion que c'est pas en s'intéressant aux acteurs qu'on peut comprendre les crimes nazis. Si vous voulez, pour Mommsen, à partir du moment où l'on décrit et on montre qu'il y a une pluralité de catégories de personnes impliquées dans les crimes, une pluralité de mobiles, une pluralité de modes d'action, finalement, selon Mommsen, là on est face à une histoire qui, à la limite, décrit plus qu'elle n'explique. Et pour Mommsen, qui était un grand tenant de l'histoire structuraliste, de l'étude des appareils, eh bien, ça confirmait son idée que l'on est inévitablement renvoyé à la recherche sur les structures. Finalement, des criminels nazis, il y en a eu, on sait très bien de constater qu'il y en a eu de tous les genres, de toutes les origines. Dès lors, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aux appareils. Et pour Mommsen, peut-être à la rigueur, les seuls acteurs qui étaient bons à étudier, ce sont les grands dignitaires du régime qui, eux, sont intéressants parce qu'ils ont créé ces structures politiques, ils ont eu plus de marge de manœuvre politique que les petits acteurs. Je voulais souligner ça pour à la fois parer à vos critiques, évidemment, et pour adhérer d'une certaine manière au constat de Mommsen en disant qu'effectivement, il est pertinent, ce constat est pertinent, puisque cette impression d'une histoire éclatée, d'une sorte de mosaïque de différents types d'acteurs, d'actions et de motivations, différents types d'expériences formatrices. Ce constat, effectivement, est inévitable. Néanmoins, et c'est mon dernier petit point de conclusion, néanmoins, il me semble que Mommsen avait tendance à évacuer un petit peu trop à la légère l'avancée énorme que représente pour la recherche le fait d'être arrivé à ce constat et d'être arrivé à cette histoire éclatée. C'est-à-dire que l'on en a fini maintenant avec la recherche sur les criminels nazis, on en a fini avec les modèles explicatifs unidimensionnels. C'est-à-dire, il y a une cause, c'est l'idéologie, l'opportunisme. Il y a un type de criminels, les criminels pathologiques ou les criminels de bureau, et il y aurait, comme on pouvait le penser jusqu'aux années 90, il y aurait une explication des crimes nazis, un type de criminel. Et le fait d'avoir tourné la page de ces explications unidimensionnelles, eh bien, moi, il me semble que c'est vraiment l'un des grands bénéfices et le grand bénéfice de cette recherche sur les acteurs qu'on ne peut pas totalement évacuer. Un dernier de ces bénéfices, évidemment, vous l'avez compris, ce fait du propos, c'est d'avoir restitué une histoire incarnée et qui s'écarte un petit peu d'une vision qui a pu avoir cours dans les années 60-70, vraiment d'une analyse des crimes nazis comme une mécanique bureaucratique. Voilà. Merci pour ce propos très dense et qui, je pense, va nourrir pendant quelques temps la réflexion des collègues et qui a dû déjà susciter pas mal de questions. Qui veut la parole? Oui, peut-être.
Merci. Pour la question de l'histoire de la mentalité, et notamment la mentalité des nazis, ce qui ressortait de certaines lectures, notamment des témoignages des victimes, c'était chez notamment des nazis, quelque chose qui pourrait ressembler, je vais utiliser un terme un peu châtié, une sorte de délire wagnérien ou une sorte de bovarisme à ce niveau-là. Vous parliez tout à l'heure de ceux qui étaient motivés par l'utopie raciste. Est-ce qu'il y a des recherches à ce niveau-là? Est-ce que les gens ont essayé de comprendre un peu quel était un peu le film que se faisaient les criminels nazis pour justifier les horreurs qu'ils ont commises? Oui, ben ça. Ah oui, il faut reculer. Oui, ça nous ramènerait à un entier autre exposé que je pourrais faire à une autre occasion, on pourrait encore enchaîner pour une heure. Mais on va s'abstenir. Là, je pourrais vous renvoyer notamment, là, parce que c'est facilement accessible en français, au livre de Johan Chapoutot sur la loi du sang, effectivement, et vous renverrai à un ensemble de travaux dont vous trouvez l'écho dans le travail de Chapoutot en français, mais qui ont été faits par beaucoup d'autres historiens allemands récemment. Vous avez en Allemagne Wolfgang Gallas ou Claudia Kohns aux États-Unis, si vous lisez l'anglais. Et beaucoup d'historiens qui, effectivement, c'était ce que j'avais appelé tout à l'heure dans mon exposé un renouveau de l'histoire des idées, c'est-à-dire des historiens qui ont essayé beaucoup plus de prendre au sérieux le discours nazi et de voir effectivement la charge utopique qu'il contenait, et effectivement ce projet, si on veut aller vite, disons, ce projet de refondation sociobiologique, c'est-à-dire de réorganisation à la fois de l'Allemagne, puis de l'Europe et de l'ordre du monde, pour ainsi dire, sur la base d'une vision social-darwiniste, raciste et antisémite. Donc là, c'est le grand bénéfice de ces travaux d'avoir montré que ça pouvait être une utopie cohérente auquel des gens pouvaient croire. Ensuite, il ne faut pas se glisser sur la pente de l'explication monocausale et de la téléologie, mais voir que effectivement ça a pu être pris au sérieux par certains acteurs, et on peut penser là, c'est ce que montrent aussi sur le plan biographique les travaux essentiellement sur les élites nazies, sur les élites de la SS, par exemple en français, il y a beaucoup de travaux là sur ces personnes-là, en allemand ou en anglais, mais en français vous avez les travaux de Christian Ingrao sur ce qu'il appelle les intellectuels SS, dans lequel justement là vous trouverez une dissection de cet univers mental qui vous montre effectivement que ça a pu être pour certains acteurs une utopie cohérente. Autre question? Question un peu naïve qui revient souvent dans la bouche des élèves. Combien de criminels nazis restent-ils encore aujourd'hui et qui sont encore actuellement recherchés? Alors ça, combien en reste-t-il aujourd'hui? J'en ai absolument aucune idée. En revanche, c'est vrai que ça, peut-être Nicolas en a une idée, non. Effectivement, bon, le bon sens amènerait à penser que pour des raisons générationnelles, leur nombre diminue. En revanche, sur la question du nombre, effectivement, il y a un point qui est important et un acquis aussi important que je n'ai peut-être pas assez souligné de cette recherche, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle s'est déployée, eh bien, on en est arrivé à comprendre que ça avait embrassé à des degrés de responsabilité divers un nombre de personnes infiniment plus grand que ce qu'on avait pensé au départ, puisque au départ, dans cette vision de pathologisation et de mise en marche de la société, vous aviez l'idée que c'était un petit groupe de personnes et que la grande partie de la société allemande n'avait à aucun degré participé à ces crimes, et l'historiographie allant s'élargissant et allant s'approfondissant, eh bien, on a constaté que, évidemment, même si c'est au rang de simple exécutant, le nombre de personnes impliquées est beaucoup plus grand, puisque voilà, il concerne même, c'est ce qui a beaucoup choqué dans les années 90 avec ces expositions sur les crimes de l'armée allemande, concerne même un grand nombre de simples soldats d'une armée qui était à ce moment-là pratiquement le reflet de la population masculine, dans la mesure où voilà, on comptait plus de 10 millions de personnes sous l'uniforme. Donc un nombre effectivement beaucoup plus important que ce qu'on a pu penser au départ. Combien en reste-t-il aujourd'hui? Ça, à vrai dire, j'en sais pas grand-chose. Alors, juste un petit complément. Évidemment, tous nos étudiants ont vu OSS 117 et pensent que tous les nazis sont partis en Amérique du Sud. Ils sont restés en Allemagne. Alors, en fait, voilà, David me dit ils sont restés en Allemagne. Dans mon souvenir, il y a juste Erich Frick, un des derniers SS italiens qui avait été intervenu en Italie, qui est mort il y a 2 ans. Il me semble qu'il y a 1 mois, il y a eu un dernier procès
procès pour un gardien de camp de Auschwitz. Donc on est vraiment, comme vous le soulignez tout à l'heure, la mémoire de la Première Guerre mondiale aujourd'hui, elle est depuis une bonne dizaine d'années, elle se fait sans les témoins. Le dernier, Lazare Conticelli, le dernier poilu français, est mort en 2008. Pour ce qui est des crimes nazis, voilà, ce qui est intéressant, c'est l'ampleur et le fait, et ça nous interroge sur la dénazification. Et ça, c'est pour les étudiants où effectivement ils ont un peu ce côté exotique de dire, comme Eichmann qui est parti en Argentine, ou comme ce film qui est sorti il y a 2 ans, dans Mengele, qui s'est réfugié aussi en Amérique du Sud, sortir de ça en leur disant, en essayant de recentrer sur l'Allemagne de l'Ouest en tant que telle. On connaît beaucoup moins bien les processus d'épuration à l'Est, en Allemagne de l'Est. Dans l'Allemagne de l'Ouest, aussi, peut-être leur parler de mai 68, et en l'occurrence du 68 allemand. Pourquoi il y a tant de violence? Pourquoi tant d'énergie dans le 68 allemand? C'est parce que quand on crie contre papa et maman, et c'est aussi en les traitant de nazis, tout comme les Italiens traitent papa et maman de fascistes au moment de 68 du maire rampant italien. Oui, j'aurais juste 2 petites remarques aussi là-dessus, encore en complément, effectivement, en lien immédiat avec ce que Nicolas vient de dire, hein, effectivement, pour la dénazification, une ampleur quand même, après des débuts ambitieux, après 1945, de fait, une ampleur très réduite du fait du contexte de guerre froide. Je n'ai plus exactement le chiffre en tête, hein, mais pour prendre un exemple sur les élites fonctionnelles, ce que les historiens allemands appellent les élites fonctionnelles, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas forcément au sommet de la hiérarchie, mais animent les appareils d'État. En gros, le chiffre m'échappe, mais parmi le haut personnel du Bundeskriminalamt, donc la police criminelle fédérale allemande dans les années 50, grosso modo, vous en avez un sur le panel de personnes, vous n'en avez qu'un seul qui n'a pas été officier de police de la Gestapo au temps du nazisme. Donc voilà, des nazifications extrêmement réduites pour ces personnels-là. Second petit complément aussi, c'est ce qu'on retrouve, ça m'y a fait penser parce que beaucoup de cas des derniers procès qu'on a eu récemment concernent des gens qui ne sont pas allemands. Et ça j'en ai pas parlé parce que c'est quelque chose qui est finalement assez peu connu par cette recherche sur les acteurs. Il y a assez peu de travaux là-dessus. Et pourtant, c'est une part importante de ces acteurs des politiques criminelles. Ce sont les gens qui ont été recrutés en Europe de l'Est, soit pour servir dans des sortes de milices qui assuraient les tâches de sécurité, mais aussi de nettoyage sur les arrières du front de l'Est, soit tout simplement comme gardiens de camp dans la Pologne occupée, dans le gouvernement général. Là, vous avez eu un recrutement d'Ukrainiens, de Baltes, enfin de toutes les populations du RSS, et qui ont joué là, pour le coup, un rôle important en tant qu'exécuteur, là pas du tout en tant que planificateur, mais en tant qu'exécuteur de la violence la plus concrète. Donc ce nombre de personnes impliquées, ça n'est pas que des Allemands. Et sur ces personnels-là, là pour le coup, l'historiographie est probablement pour des raisons de source et de maîtrise des langues, l'historiographie est beaucoup moins développée là-dessus. Si je peux revenir sur la dénazification, David citait tout à l'heure le livre de Gaël Kogon. Il est paru en France très tôt, en 1946, en traduction, à l'époque on devait traduire plus vite, sous le titre L'enfer organisé, aux éditions de la Jeune Parc. Il présente l'avantage d'une préface dans laquelle Kogon explique le caractère simpliste de la dénazification états-unienne et les raisons de ses limites qui conduisent les autorités américaines d'ailleurs à suspendre un certain nombre d'opérations. Je referme la parenthèse, autre question. Oui. Quel était le poids réel de l'antisémitisme dans la culture et la population allemande dans les années 20-30? Est-ce qu'Hitler a simplement exploité quelque chose qui était sous-jacent et latent, ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui était réellement très affirmé, par exemple par rapport à la France dans les mêmes années, quoi? Toujours, à ce type de questions, toujours des réponses quantitatives sont difficiles à donner, effectivement, dans la mesure où, voilà, on peut pas, malheureusement, on ne peut pas faire de sondage et sonder les consciences rétrospectivement. Il y a eu un point de réponse important qu'a avancé Nicolas tout à l'heure, c'est la mise au second plan du discours antisémite le plus virulent au moment de l'ascension électorale du nazisme.
une donnée qui, disons, s'oppose un petit peu à ça, disons, à cette vision qui minimiserait la portée de l'antisémitisme. Une donnée quand même importante, c'est le fait que, c'est ce que montrent ces protocoles d'écoute de prisonniers et qu'on étudie maintenant depuis 10 ans, c'est que, disons, la connaissance des crimes et de la solution finale, y compris pour les gens qui n'y sont pas impliqués, semble être beaucoup plus grande que ce qu'on pouvait penser auparavant. Évidemment, ça ne donne pas une réponse, si vous voulez, évidemment, ça ne donne pas une réponse quantitative à votre question, mais ça montre qu'on peut avancer, disons, différentes réponses, peut-être parfois opposées les unes aux autres. En même temps, la connaissance de la solution finale qu'on peut évaluer ou qu'on peut estimer plus grande aujourd'hui avec ces sources n'indique pas forcément qu'on y adhère ou qu'on a le désir de s'impliquer dedans. Oui, j'ai toujours un complément. Que les nazis mettent en veilleuse leur discours antisémite au tout début des années 30 ne change rien à l'antisémitisme de la société. C'est peut-être pas ça qui les fait voter pour Hitler, mais il existe. Il y a quelques recherches récentes. Moi, j'ai pas mal travaillé sur le Reichstag, donc l'Assemblée nationale. Il y a un discours antisémite au Reichstag qui est terrible. Un député juif arrive, désigné comme juif, arrive au pupitre. On lui crie « retourne en Palestine », etc. Et ça passe, c'est même pas sanctionné par le président de l'Assemblée. Donc il y a une forme d'acceptation du discours antisémite. Ensuite, pour la comparaison que vous faites, la France de l'époque est extrêmement antisémite aussi. Moi, là, je ne suis pas suffisamment spécialiste. Ce que je commence à constater un petit peu, et notamment, surtout dans les variantes de l'antisémitisme nazi, la grosse différence, c'est la défaite de 18. C'est l'interprétation de la défaite de 18 et de la révolution allemande. Le 9 novembre 1918, Philippe Scheidemann déclare la République de Weimar. Il y a la République, et notamment la République des conseils de Bavière, dominée par Kurt Eisner, qui est perçu comme les gens de l'époque comme un juif de Galicie. Et là, dans ce fourrier-là de l'Allemagne de la Révolution, ce que la France ne connaît pas du tout, je veux dire, ni d'Ève ni d'Adam, l'interprétation, ça va être c'est les juifs bolcheviques. Rosa Luxembourg, elle est juive, etc. Et ça, pas seulement les nazis. Et ça va vraiment être important dans l'antisémitisme. Donc pour rebondir sur ce que tu disais, c'est moins Goldhagen qui nous explique en faisant de l'histoire tout en haut que Luther était antisémite. C'est sûr, les catholiques sont jamais antisémites, c'est bien connu. Mais c'est vraiment contextuel, c'est l'espèce de contexte 18-33 où il va y avoir une lecture en termes de la révolution allemande, c'est le coup de poignard dans le dos. L'armée allemande a été invaincue et ce coup de poignard dans le dos, c'est les civils et les socialistes et donc les juifs qui l'ont donné. Juste aussi dernier petit, encore, on peut enchaîner les compléments de réponse les uns après les autres, mais complément de réponse, après ce que Nicolas vient de dire, en même temps, moi j'insisterais quand même, ou je mettrais quand même en garde, malgré ce que tu as dit sur la spécificité allemande, je le mettrais quand même en garde sur le fait de trop l'accentuer, à la lumière par exemple d'un seul fait très simple, c'est que quand ces représentations effectivement du judéo-bolchevisme, etc., se développent peut-être plus en Allemagne dans le contexte révolutionnaire d'après la guerre, ces représentations, elles sont directement, et ça on a des ouvrages là-dessus, c'est directement amené de Russie par des immigrés blancs anti-bolcheviques qui, si vous voulez, c'est par exemple à ce moment-là qu'il y a la première traduction en allemand des protocoles des sages de Sion, c'est tout simplement un officier tsariste qui amène ça dans sa valise en train à Berlin. Et qui évidemment, atterrissant à Berlin, il atterrit chez des gens qui ont à peu près les mêmes idées, et qui sont à peu près du même bord politique, et là, disons, il y a un phénomène, et l'historiographie actuelle qui aime beaucoup se complaire à étudier les transferts culturels et les phénomènes transnationaux, là, il y a très clairement un phénomène de transfert, si vous voulez, du contexte russe au contexte allemand, ce qui, même sur un point, comme Nicolas vient de le souligner, amène aussi à relativiser cette spécificité allemande. Mais là, je m'adresse à vous deux. Est-ce qu'en réponse à la question, on ne peut pas dire d'une certaine manière que les Allemands ne sont pas forcément plus antisémites que les Français, quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque Simone Veil fait ratifier par le Parlement la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, le lendemain, le Parisien libéré titre sur 6 colonnes à la une, Simone Veil, entre parenthèses, né bloc, fait adopter la loi sur l'IVG, alors que la mention de son nom de jeune fille pour souligner qu'elle est juive n'apporte rigoureusement rien en termes d'information. Simplement, en France aujourd'hui, du fait de la loi, on peut
moins exprimer l'antisémitisme peut-être qu'on le faisait dans l'entre-deux-guerres. Bon, je réponds vite parce que c'est une question compliquée. Je dirais, aujourd'hui, on est en train, en même temps, vous savez que la grande théorie pour expliquer l'histoire allemande, c'est la théorie du Sonderweg, de la voie particulière, comme si l'Allemagne avait dévié par rapport à nous, la France, qui est aussi chouette, par rapport à l'Angleterre, etc. Ça, aujourd'hui, on est en train, je dirais, pour l'antisémitisme et la question du génocide, on est en train de le dégermaniser de deux manières. On dégermanise les idées, en montrant que les idées antisémites étaient extrêmement répandues. Après, là, vous avez tout un courant d'histoire, je sais pas, peut-être vous connaissez Enzo Traverso, qui est un bon historien des idées, et dans un de ses livres qui s'appelle La violence nazie, il montre comment il y a une genèse coloniale du discours raciste et antisémite nazi, donc essayer d'européaniser ce problème-là, en disant c'est pas seulement les Allemands. Deuxième manière, et ça rebondit sur ce que tu disais, sur l'antisémitisme et les pratiques, là je parle plus des idées, je parle vraiment au moment de la solution finale, tous les Ukrainiens, les Polonais, les Baltes qui tiennent les fusils, ils n'ont pas besoin d'endoctrinement pour tirer, et pour, etc. Et donc là, c'est tout le débat qui a lieu aujourd'hui en Pologne. Je ne sais pas si vous avez vu, les 2-3 auteurs connus sur cette question, c'est Jan Grabowski et Jan Gross. Jan Gross, il a publié un livre qui s'appelle Les Voisins, où il montre la collaboration des populations paysannes polonaises au génocide, et il vient d'être dégradé de sa médaille du mérite national par le merveilleux gouvernement polonais actuel. Donc là, il faut faire attention, c'est une autre manière de dégermaniser. Disons que ça ne modère pas l'antisémitisme allemand, mais ça le recontextualise dans une Europe où, si on le rappelle, le pogrom de Kishinev, c'est pas en Allemagne, c'est en Moldavie actuelle, on les Sarabie à l'époque, et l'antisémitisme russe est très fort, donc il faut écrire une histoire européenne de ce phénomène-là. Oui, ou occidental, dans la mesure où je n'ai plus exactement la date et le chiffre, mais bon, en gros là, pour le coup, dans des pays qui, à cette époque-là, pratiquent les sondages et les enquêtes quantitatives, le sondage Gallup, enfin je ne sais plus quel est cet institut américain, mais le sondage qui, dit-on, montre le plus haut point d'adhésion aux États-Unis à l'idée que les Juifs sont dangereux et influents, c'est en 1944. Donc, apparemment, c'est peut-être pas qu'européen non plus. Chers collègues, je vous remercie. Et je pense qu'après ce que vous avez entendu, vous avez quoi largement nourrir vos réflexions. Et si vous aviez quelques hésitations, outre Johann Chapoutot que nos deux collègues ont évoqué, on s'aperçoit que l'historiographie allemande a un avenir dans la jeune université française. Merci encore.